Bonjour et bienvenue dans cette interview accordée au docteur Deyogo, un urbaniste qui nous parlera un peu de la représentativité des femmes dans le BTP. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Dieu merci. Alors, vous êtes formateur, vous êtes directeur de l'école supérieure d'architecture. L'école supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme, Qu'on appelle ESIO. qu'on appelle ESIO. D'accord. Alors, on va parler aujourd'hui des femmes dans le domaine de BTP. On a remarqué que depuis plusieurs décennies, on parle de la faible représentativité des femmes dans le BTP. Est-ce que vous confirmez qu'il y a effectivement une faible représentativité des femmes au sein du BTP? Oui, je peux confirmer parce que moi j'ai commencé à travailler en 1977 à la fonction publique et de 1977 jusqu'à mon départ de la fonction publique à la retraite, il n'y a pas eu une femme ingénieure que j'ai rencontrée. Il n'y a pas une femme ingénieure BTP que vous avez rencontrée à l'époque? Par contre, j'ai contribué à former des femmes au niveau de l'ENI. Maintenant, on va revenir sur mon rôle dans ça. Mais avant d'en arriver, je veux qu'on pose d'abord la problématique de la femme dans le BTP. Allez-y. Alors, vous savez que traditionnellement, en Afrique, les femmes ont toujours été impliquées dans la construction des maisons. Si je prends la ville de Kangaba, qui est la ville royale, où il y a la case de Soundiata Keita, où chaque année on fait la rénovation, ce sont les femmes qui font le crépissage et les hommes reprennent les toits parce que les toits sont en paille. Ça veut dire que depuis ce temps, les femmes sont impliquées. Et dans le milieu malinké, que je connais, peut-être il y en a dans d'autres milieux, c'est là quand un jeune se marie, lui, il met les briques, donc il construit la maison et c'est sa femme qui crépit. Bon, quand on va dans le nord, chez les Touaregs, c'est la femme qui fait la tente. Donc vous voyez qu'à tous les niveaux, les femmes ont été impliquées. Mais avec l'évolution du monde, les Européens sont venus nous imposer leur manière de faire qu'on a copié. On a enlevé les femmes dans le BTP. Alors nous, personnellement, nous avons été impliqués dans ça il y a une dizaine d'années où on a vu à Sibi des femmes en train de crépir des maisons. Sibi, c'est à 30 km de Bamako. On s'est arrêté et on a demandé aux femmes pourquoi vous faites ça. Elles ont dit que traditionnellement, chez les Malinké, c'est la femme qui crépit la maison. C'est-à-dire la maison est considérée comme une femme. Après l'hivernage, il faut la recrépir comme une femme. Quand elle va en ville au marché, elle doit se maquiller, faire des trucs. Alors la maison, c'est comme ça aussi. Parce que dans cette région, la maison, c'est la femme. C'est-à-dire un jeune qui n'est pas marié, il n'a pas de maison. Ils habitent en groupe. Et quand tu es marié, toi, tu fais la maison et la femme crépit. Donc, vous voyez que traditionnellement, les femmes étaient impliquées dans le bâtiment. Et donc, les femmes de Sibi, certaines femmes ont essayé de reproduire ça. Parce que comme avec la vie moderne, là, avec l'école classique, on sépare l'homme de la femme. Bon, on se dit que c'est moderne, mais en fait, ce n'est pas moderne du tout. Et il y a certaines femmes qui ont décidé de faire ça. Alors, moi, j'ai demandé à mes étudiants qu'on s'intéresse à ça parce que vraiment, c'est important. Aujourd'hui, quels sont les facteurs qui ont influencé cette évolution? Comme je vous disais, ça vient de deux choses. La première, c'est qu'on est en train quand même d'aider les femmes dans les projets comme on appelle autonomisation des femmes et des filles, pour leur permettre quand même, pas seulement le bâtiment, de faire des activités pour se prendre en charge. On pourra vous en parler. Nous-mêmes, nous avons formé 54 femmes en électricité, en plomberie,
en peinture, financé par l'ONG Agir dans le cadre de l'autonomisation. Nous avons formé aussi 15 maçons, dont 4 femmes, financées par le FAPA. À côté de tout ce que vous avez fait, quelles sont les autres initiatives que l'État, que le gouvernement du Mali peut entreprendre pour augmenter ou pour encore attirer les femmes au sein des BTP? L'État favorise quand même la création d'emplois chez les femmes, parce qu'une école, c'est quand même aboutir à la création d'emplois. L'État a favorisé tous ces trucs-là. Et nous aussi, on a fait beaucoup de publicité pour montrer que les femmes, d'abord traditionnellement, étaient dans le bâtiment et que un métier de BTP, surtout avec le numérique, avec un certain nombre d'outils maintenant d'intelligence artificielle, que c'est facile quand même, si on a des connaissances scientifiques, de pouvoir adhérer à la profession. Aujourd'hui, si vous avez un message à faire passer aux parents, aux femmes, pour les amener à utiliser ou à pratiquer ou à avoir l'amour des BTP, quel sera ce message? Bon, je conseille toujours aux parents, surtout des femmes qui ont l'aptitude de travailler à la main, parce qu'on fait beaucoup de travaux de maquettes, de dessins et tout ça, de les encourager à s'intéresser à ce secteur. Surtout qu'on a des problèmes maintenant de l'aménagement des villes, on a le problème des maisons, on a le problème des matériaux de construction. Donc il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles les femmes peuvent jouer vraiment un grand rôle là-dedans. Et donc nous recommandons surtout aux parents de laisser un peu de place aux filles pour faire ces études de bâtiments et travaux publics, mais tout en gardant aussi leur responsabilité de femme, parce que il faudrait que la femme aussi joue son rôle dans le ménage. J'ai connu une femme qui a été Premier ministre, l'une des premières ministres femmes, qui a bien dirigé le gouvernement, mais quand l'heure du repas de son mari arrive, elle arrête la réunion, elle va donner à manger à son mari et elle arrive. Mais elle s'excuse devant les autres pour son caractère de femme. Donc moi, c'est ça mon souci, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes, tout en gardant leur rôle de femme dans le ménage pour l'équilibre, que ce soit aussi qu'elles aient des fonctions de haute responsabilité, parce que cette responsabilité n'est pas due à la féminité, c'est dû à la capacité de la personne. Si vous voulez, voilà mon point de vue. Merci beaucoup, professeur. Alors, c'est un message très fort pour les femmes que le docteur Deyoko vient de partager. La responsabilité n'est pas due à la féminité de la femme, mais plutôt à la capacité de la femme. C'est sur cette citation que nous allons mettre fin à cette interview. Et je vous donne rendez-vous dans une autre interview où nous pourrons aborder d'autres sujets, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à aimer cette vidéo, à la partager pour servir ou pour donner des conseils à d'autres femmes, à vos filles. À très bientôt.